bien, merci. C'était Nathalie Peter à l'accordéon. Merci aux foyers ruraux de nous avoir invités. Merci à la commune de nous inviter. Merci d'être venus. On vous souhaite une très très belle soirée. Bienvenue dans la grande forêt des contes. Bienvenue dans la grande forêt des histoires. Ouvrez vos oreilles et vous entendrez. Ouvrez vos yeux et peut-être que vous verrez. Et ouvrez votre cœur si vous voulez. L'histoire peut commencer. Jadis un jeune sanglier, un animal très singulier, un tantinet contestataire au rêve d'un monde moins terre à terre. Il voulait être volatile et d'un oiseau copier le style. Mais lorsqu'on n'est pas pourvu d'air, comment peut-on gagner le ciel? Ce fut un jour de grande tempête, l'idée lui passa par la tête. En voyant les feuilles tournoyer, il conçut de s'appareiller. Cherchant un temps quel appendice pourrait bien faire office d'hélice, et bien avant, cher Léonard ainsi naquit l'enfance de l'art. Était-ce du lard ou du cochon, ni saucisson, ni cornichon? Comme moyen de propulsion à sa queue quelques torsions, il a garni de plusieurs pales fabriquées de larges pétales, mais sa queue hélicoïdale fut agitée d'un vent rectal. Avant l'heure de l'hélicoptère, bientôt ses pieds touchèrent plus terre. Faut dire qu'il avait fière allure, le doigt au vent devant la hure. Le morcelet prenait la pose et d'émotion il devint rose. Léger comme l'oiseau migrateur, peu à peu pris de la hauteur, espérant que l'aéronautique lui fasse goûter à l'exotique. Jamais n'arrive à bon port, il s'écrasa, pâté pur pan. D'autres reproduirent l'expérience, mais aucun n'égalait sa science. Point d'autres cochons dans les nuages pour fuir les loups et charcutages. À l'heure de leur funérailles sont transformés en cochonailles. Inutile que les petits cochons d'avoir la queue en tire-bouchon, ils deviendront des beaux jambons, des roulades et du saucisson. Côté tout bien, filet mignon, enduit de miel et de citron, du serrano sur du melon, des tranches de lard sur des croutons, enduit de foie ou de macon, pâté gascon, pâté breton. Inutile pour les petits cochons d'avoir la queue en tire-bouchon, ils finiront dans les étoiles. Mais ça, tu sais, c'est pas plus mal. Dans la grande ours, peut-être, ils finiront. Ou dans la petite ours. Ou dans Cassiopée. Ou alors peut-être dans l'étoile d'araignée. Au début du début, il y a eu le Big Bang, l'univers, les galaxies, la Terre et la Lune, qui est un enfant de la Terre. Il y a eu les mers d'eau salée et puis les continents. Et parmi ces continents, l'Europe, et en Europe, un tout petit pays qu'on appelle la France. Dans ce tout petit pays, une région qu'on appelle la Normandie. Et dans cette région, un village, le Ronchois. Le pays des ronces. Pas celle de la Belle au bois dormant, hein. Des ronces où on va cueillir des mûres pour faire des bonnes confitures. Et au moment où commence mon histoire, un 18 février 1962, je suis dans la chambre, ma mère est allongée sur le lit, à côté de ma mère il y a le médecin, derrière le médecin il y a mon père, derrière la porte de la chambre, il y a mon grand frère, Antonin, qui regarde par le trou de la serrure. Antonin, il aime tout voir, tout regarder, tout comprendre, tout savoir. Là, il allait être servi, Antonin.
Et moi, j'étais dans le ventre de ma mère. J'étais plus précisément dans la poche des os. Vous vous souvenez du temps où vous étiez dans la poche des os, hein, tout le monde y a été, tout le monde y est passé. La seule difficulté pour ma mère, c'est qu'elle contractait, mais la poche ne se perçait pas. Alors, le médecin a fait ce qu'il fallait, il a percé la poche des os. Le problème, c'est que ma mère a contracté au même moment, et le liquide amniotique s'est répandu sur le lit, et quelques gouttes se sont répandues sur le mur de la chambre. Et là, sur le mur de la chambre, il y avait biche, cerf, chevreuil, sanglier, une laie, et ses 7 marcassins, chasseurs et des chiens. Et un peu de liquide amniotique s'est répandu sur le ventre d'une laie. Alors vous savez, de l'eau sur du papier, ça finit par le faire gonfler. Bref, la laie s'est retrouvée en cloque. Je ne sais pas vous à la maison, mais chez nous à la maison, c'est mon père qui posait le papier peint. Poser le papier peint, c'est relativement facile, hein, surtout quand c'est bien uni. Mais la difficulté, par exemple, c'est sur des scènes de chasse. Quand vous vous retrouvez à un moment avec une tête de sanglier et derrière une queue de chevreuil, ça ne le fait pas bien. Donc il faut découper au bon endroit. Et mon père, quand il a vu la cloque sur le ventre de la laie, il ne supportait pas cela. Alors ce qu'il a fait, il est allé chercher une lame de rasoir et délicatement, il a ouvert le ventre de la laie. Et c'est ainsi que mon père a créé la première césarienne. Ta mère t'expliquera. Puis il a repris de la colle, il a mis derrière le papier, il a appuyé sur le papier s'est recollé. Simplement, sur la laie, il y avait une légère cicatrice. Alors mes parents me disent que je suis né un 18 février 1962 au Ronchois, je le crois. Simplement, quand je vois le ventre de cette laie-là sur le papier peint, je me dis peut-être aussi que je viens de là. Ce qui me fait dire ça, c'est que le premier doudou qu'on m'a offert, je ne sais pas toi, mais moi, le premier doudou qu'on m'a offert, c'était pas un ours, c'est pas une girafe, non. C'était un cochon. Quand j'étais en colère, je cognais le nez, tapais sur le groin. Bourre-pif, je l'appelle. Bourre-pif. Et puis, dans la chambre, il y avait le lit, et au-dessus du lit, une étagère, et sur l'étagère, il y avait une tirelire en forme de cochon. Je ne sais pas si vous avez encore des tirelires chez vous, mais vous savez qu'au-dessus des tirelires, il y a des fentes, bien sûr, pour mettre des pièces, et une fois que la tirelire est remplie, on casse la tirelire, ou alors il y a un petit bouchon, on récupère les pièces, et puis on peut acheter des bonbons. Mais je me suis toujours posé la question, avant qu'il y ait des fentes au-dessus des tirelires, n'était-elle pas fermée? Et est-ce qu'il n'y aurait pas eu des enfants, parfois, là-dedans? Je suis né à la ferme. À la ferme, il y avait donc la maison. Juste derrière la maison, il y avait l'étable avec les vaches. C'est mon père qui les trayait. Du bon lait. Derrière l'étable, il y avait la porcherie. Une petite porcherie. On élevait 5 cochons, 4 qu'on vendait et 1 qu'on se gardait. Celui-là, on lui donnait un prénom. Derrière la porcherie, il y avait le poulailler, poules, canards, dindes, pintades parfois. Derrière, il y avait le clapier avec les lapins. Et au milieu de la cour, il y avait le tas de fumier. Là où les poules allaient manger des bons vers de terre bien gras. Eux, ils étaient là, et les poules se régalaient. Sur le côté, il y avait un poirier. Sous le poirier, il y avait un petit banc. Sur le petit banc, souvent, grand-mère s'asseyait. Grand-mère, elle n'arrêtait jamais de la journée. Elle se levait toujours la première. Elle préparait le bois pour allumer le feu. Elle préparait le repas.
Quand il faisait beau, elle allait travailler au champ, et quand il faisait mauvais, ben, elle travaillait à la maison, coudre, repriser, laver, nettoyer, préparer les repas. Grand-mère, elle ne s'arrêtait jamais. Mais une fois par jour, elle allait vers le petit banc. Juste avant, elle ouvrait la porte de la porcherie. Elle faisait sortir le cochon auquel on avait donné un prénom. Et de la poche de son tablier, elle sortait un bonbon. Le cochon approchait, le cochon mangeait le bonbon, le cochon posait sa tête sur les genoux de grand-mère, et grand-mère le caressait. Et puis le cochon repartait, elle refermait la porte et elle reprenait ses activités. Et puis grand-mère, dans l'autre poche de son tablier, elle avait toujours aussi un deuxième bonbon, et là, quand grand-mère prenait son deuxième bonbon, fallait pas l'emmerder. Son tablier, on aurait cru qu'elle était née avec son tablier. Parce que jamais elle s'en séparait, enfin, sauf le dimanche. Un tablier bleu, c'était. C'était pratique le tablier, parce que pour aller chercher le bois pour allumer le petit feu, elle y mettait parfois des brindilles. Et puis quand elle allait au poulailler, de temps en temps, elle ramenait les œufs dans les poches de son tablier, ou parfois même un poussin pour le réchauffer. Quand les voisins arrivaient, d'un revers de manche, les miettes s'envolaient. Et puis, dans le four, quand le plat était brûlant, c'était rare, mais parfois les parents partaient une nuit et ils me laissaient avec grand-père et grand-mère. Alors mes larmes, elles les séchaient d'un revers de manche de tablier. Et puis le matin, c'était chocolat chaud et cacao. Un grand bol je prenais. Et dans ces poches, il y avait toujours 2 carnets. Dans une des poches, il y avait un carnet de devinettes. Vous aimez les devinettes à Neuville-Saint-Va? Oui. Parce que ne croyez pas que vous êtes venus uniquement pour écouter et vous reposer. Elle nous demandait par exemple qui a un ventre et 2 derrière. Mal parti. Qui a un ventre et 2 derrière? Ben, par exemple, pour vous aider, à la ferme, au Ronchois, il y avait des pommiers. D'accord? Alors on gaulait les pommes, on les ramassait, on les pressait pour faire le cidre. Et le cidre, après, on le distillait pour faire du calvados, l'agneau, le petit canard, quoi. Il faut quoi pour tout cela? Qui a un ventre et 2 derrière? Le tonneau. Le tonneau a un ventre et 2 derrière. Plus facile, elle nous disait qui a une jambe et un œil. Un flamant rose. Comment tu t'appelles? Gabriel. Gabriel a proposé un flamant rose. Alors je vais te donner un petit conseil, tu vois. Elle nous disait, pour nous aider, les jeunes hommes, les pères et les grands-pères s'en servent pas beaucoup. Par contre, les jeunes femmes, les jeunes filles, les mères et les grands-mères s'en servent souvent. Une aiguille, une aiguille. Et puis, elle compliquait le jeu. Elle nous disait, parfois, la réponse, il fallait trouver la question.
Un jour, elle nous a dit « porte-manteau ». Porte-manteau. C'est Antonin, le grand frère, qui a trouvé. Lui, il a dit à grand-mère, pourquoi ne faut-il jamais croire un cochon quand il te parle à 4 heures du matin? Ça va, Neville, ça va? C'est assez dur. Il ne faut jamais croire un cochon quand il te parle à 4 heures du matin parce que le... Porte-manteau. Grand-mère, elle aimait les devinettes puisqu'elle aimait aussi, c'était la poésie, grand-mère. Grand-mère, elle aurait rêvé d'être maîtresse d'école. Elle adorait quand la maîtresse dessinait les lettres au tableau à la craie. Elle aussi, sur son cahier avec sa plume, elle aimait écrire, grand-mère. Les lettres, elle en envoyait souvent. Mais elle n'a pas pu être maîtresse d'école. Elle est restée travailler à la ferme. Simplement, comme elle aimait la poésie, nous, une fois par semaine, on recevait le réveil agricole. Bon, elle lisait les articles courants, les avis de décès, et puis elle lisait toujours la dernière page. Parce que sur la dernière page, il y avait toujours un article qui venait d'un pays étranger. Un jour, elle a lu un article qui venait d'Argentine. Le journaliste disait qu'en Argentine, il y avait une femme qui écrivait de la poésie. Et tous les jours, elle partait vers le parc. Tous les jours, elle s'asseyait sur le petit banc. Elle ouvrait les bras. Elle déclamait ses vers et personne ne l'écoutait. Voilà qu'un jour, en revenant, sur le trottoir, elle a vu quelque chose qui brillait. Un papier bonbon, c'était. Alors elle a mis le papier bonbon dans sa poche. Et puis de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, elle a ramassé tous les papiers bonbons qu'elle trouvait. Elle les mettait dans une pièce dans sa maison. Si bien qu'à un moment donné, la pièce était remplie de papier bonbons. La maison était parfumée. Et puis un jour... Elle s'est cousue une robe papier bonbon. Quand elle a eu terminé sa robe papier bonbon, elle l'a enfilée. Et elle est sortie de sa maison. On aurait dit un papillon qui sortait de son cocon. Elle est allée vers le parc. Et là, les voisins avaient tiré les rideaux. Il avait aperçu. Alors il l'avait suivie. Et arrivé au parc, eh bien... elle a déclamé sa poésie. Et là... tout le monde l'a écouté, oui. Grand-mère, elle adorait la poésie, elle adorait la devinette, et puis de temps en temps, elle allait vers le poulailler, elle prenait son couteau, elle t'attrapait une poule, elle te coupait la langue de la poule et elle la faisait saigner. Une fois que la poule était... elle te la mettait dans un seau d'eau bien chaude et elle te la plumait, puis elle te la vidait, elle te la préparait, puis le dimanche, souvent, on en mangeait, on se régalait. Pour le lapin, c'était grand-père qui attrapait le lapin. Il était doué pour ça, grand-père. Il chopait le lapin bien là au-dessus du dos, là, et puis après il le reprenait avec sa main droite, et puis lui attrapait les pattes arrière. La tête était tout en bas. Le lapin gigotait un peu,
Et la grand-père, il ratait jamais son coup. Là, le coup du lapin. Et grand-mère, elle arrivait avec son couteau et elle arrachait l'œil du lapin pour faire ses nerfs. L'œil roulait par terre et puis le chat arrivait et le chat se régalait. Sauf qu'à la ferme, pendant de nombreuses années, la viande, on l'a gardée dans un saloir. Pour vous les plus jeunes, le saloir, c'était une couche de sel, une couche de viande, une couche de sel, une couche de viande, une couche de sel, une couche de viande. C'est comme ça qu'on gardait la viande. Simplement, à un moment donné, grand-mère a lu dans le journal qu'on avait inventé des congélateurs. Alors, on s'est dit, un congélateur à la maison, ce sera plus pratique. On avait mis le congélateur dans la buanderie. Puis un jour que Antonin a vu un œuf du lapin rouler par terre, là, il l'a pris, il l'a mis dans le congélo. Ce qui est bien qu'il a accumulé comme ça quelques œufs bien congelés. Et puis, le matin, en fait, bol de chocolat chaud, et puis après il se préparait, il mettait son manteau, cartable sur le dos, il partait à l'école. Mais de temps en temps, avant de partir à l'école, il emmenait son sac de billes. Alors il passait par la buanderie, il ouvrait le grand congélo, il prenait des yeux de lapin congelés, il les mettait dans le sac de billes. Quand il arrivait dans la cour de récré, il proposait une bille aux filles. Bon, quand il faisait froid et qu'il gelait, elle n'y voyait rien. Hein. Et quand c'était jour de canicule, la bille... Des fois, l'œil de Caïn le regardait dans la tombe. Ça vous fait rire. Pauvre lapin. Et puis grand-mère, elle était douée, c'était pour attraper le canard. Oh, elle te courait vers la mare avant que le canard s'envole. Elle te chopait le canard, elle te le ramenait comme ça. Et puis elle avait un billot. Elle te mettait le canard sur le billot. Forcément, le canard voulait s'envoler, il tendait le cou. Et grand-mère, elle cachait sa serpe et schlac! Elle te coupait le cou du canard. Elle te l'attrapait, elle le mettait dans sa poche. Et parfois encore, le corps du canard roulait encore jusqu'à la mare. Nous, ça nous faisait drôle quand grand-mère revenait à la maison et qu'on la voyait marcher avec son tablier bleu et puis de la poche dépassait la tête d'un canard qui semblait nous regarder. Un jour que grand-père n'était pas très frais, peut-être qu'il avait un peu abusé du jus de pomme fermenté et qu'il avait paumé le bouchon de la bouteille de gnôle. Il a pris le cou du canard avec la tête, il l'a planté sur la bouteille. C'était un drôle de tour à grand-mère. À la maison, les poules, les canards, les pintades, les poulets, les lapins, et puis il y a le jour où on tuait. Le cochon. Vous y étiez? Alors la veille, moi, la veille, je pleurais beaucoup la veille. La veille, je pleurais beaucoup, oui. Pas franchement à cause du cochon qu'on allait tuer, mais à cause des 10 kilos d'oignons qu'il fallait éplucher. Ah oui, les oignons, parce que quand le cochon serait tué, là, plutôt dans la gorge, on récupérerait le sang dans une poêle, et on le ferait chauffer, on mélangerait avec des oignons, et que ça, on préparerait le bon boudin noir. La veille, il fallait tout préparer, hein. Couteau, ciseaux, hachoir, racloir, poêle, marmite, terrine, ficelle. On sortait aussi la grande échelle, la poulie. Ce jour-là, on avait toujours de la visite. Le tonton, le beau-frère de papa. Lui, il arrivait toujours dans sa grande voiture, aux vitres teintées, avec son cigare. Il venait avec sa femme, la tata. Le tonton, il avait un portefeuille tellement épais qu'on aurait dit que son cœur allait éclater. Ben justement, son cœur, c'était le premier opéré de France qui portait une pile. Et alors il nous disait, avec ma pile dans le cœur, jamais je ne mourrai. Le tonton était grand directeur d'un grand abattoir. Il nous disait, vous me faites rigoler avec votre petit cochon à qui vous donnez un vrai nom. Comment voulez-vous nourrir la France entière avec 5 cochons? Moi, des cochons, j'en fais élever par milliers. Je travaille avec mes grands généticiens. Au début, les truies avaient 12 mamelles, mais maintenant, elles en ont 20. 20 petits porcelets à nourrir, 20 petits porcelets à élever, 20 petits porcelets à engraisser. Ça, c'est de l'argent à gagner. Le problème des porcelets, c'est qu'ils ont des dents bien pointues et quand ils têtent les mamelles de leur mère, ils les abîment. Alors nous, ce qu'on fait, on leur lime les dents. Voilà.
Et pourquoi les cochons ont-ils leur fameux queue de cochon en tire-bouchon? Dites-moi, à quoi ça sert cela? Bon, quand les gens ne se supportent pas entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se bouffent le nez. Mais les cochons, ils se bouffent la queue. Alors moi, grand directeur des grands abattoirs, j'ai décidé que tous les queues des cochons seraient coupées. Et puis les jeunes cochons qui deviendront des papas, des verras. La viande est trop parfumée, on ne peut pas la vendre, on ne peut pas la consommer. Alors les verras, on leur coupe leurs 2 petits bonbons. Oh, quand on entendait ça, mais quand on a, nous on se cachait parce qu'on avait peur pour nous. Hein. Ils nous disaient après, ben, les cochons ils sont enfermés, ils ne peuvent pas avancer, pas reculer, pas se retourner, sinon c'est de l'énergie dépensée à rien, ils ne peuvent pas bien s'engraisser. Et au bout de 180 jours, ils montent dans un grand camion. Pour la première fois, ils voient la lumière du jour. Pour la première fois, ils voient le soleil, peut-être. Et puis, ils vont jusqu'au grand abattoir. Au grand abattoir, ils arrivent dans un grand couloir. Là, coup d'électricité, étourdis ils sont. Ils tombent dans un grand toboggan. Au bas du toboggan, un homme en blanc avec un couteau. Hop, égorgé, coupé, égorgé, égorgé, coupé, égorgé, coupé. Jambon, saucisson, pâte et supermarché. Jambon, saucisson, pâte et supermarché. Jambon, saucisson, pâte et... Supermarché. Moi, des cochons, j'en fais élever des milliers. Imaginez, vous lui donnez un prénom, mais moi, les tranches de jambon, elles sont reconstituées. Vous imaginez, sur une tranche de jambon, chercher le nom du cochon? Alors lui, c'est nif nif, naf naf, nuf nuf, naf naf. Ah, la traçabilité qui nous disait, c'est des conneries tout ça. Nous, on disait, mais tonton, quand est-ce qu'il va fermer son clapet? Et il était venu avec sa femme, la tata, la sœur de papa, quoi. La tata, ça nous étonnait un peu quand elle arrivait à la ferme parce qu'elle avait un chapeau blanc, une robe blanche, des soquettes blanches et des chaussures blanches. Et elle venait avec son appareil photo. Et quand le cochon serait tué, le tonton s'approcherait du cochon tué et la tata, comme au safari, ça faisait. La tata était sur le perron à côté de son mari. Et puis c'est le père qui rentrait dans la porcherie avec la corde pour attraper le cochon. Le cochon gueulait, il sentait la mort, le cochon. Mais surtout parce que la veille, il n'avait pas eu à manger. Diète, sauf un bonbon que lui donnait grand-mère. Diète parce que c'était plus facile à charcuter. Le père était rentré dans la porcherie, et nous, notre manière de tuer le cochon, c'était ainsi. Le père sortirait le cochon de la porcherie. La porte, elle était en deux plans. Vous savez, il y avait une porte du bas qu'on pouvait ouvrir ou fermer, une porte du haut qu'on pouvait ouvrir ou fermer pour aérer. Alors on ouvrait simplement la porte du bas, le cochon sortirait, et devant la porcherie, là, il y avait grand-père. Grand-père, il était taupier, grand-père. Vous connaissez les taupes? Ces satanées petites bêtes, les bigleuses qu'on les appelle. Et dis donc, quand elles commencent à fouiller, dis donc, elles vous transforment une région en montagne, hein. Un petit Jura, ça fait. Des taupinières partout. Le problème des taupinières, c'est que l'herbe ne pousse pas dessus. Les vaches ne peuvent pas en manger, c'est moins de lait à trait. Alors grand-père, il attrapait les taupes. Ah, il ne faisait pas ça pour amuser la galerie, hein. C'est un travail sérieux qu'il faisait. Hein. Et grand-père, une fois que les taupes, il les avait attrapées, ben, il les dépouillait, et puis il vendait les peaux de taupes. Bah oui. Pour un chapeau, il en fallait 70. Puis pour un manteau, 700. 700. Parfois, le dimanche, grand-père, il regardait le journal, le réveil. Il regardait les publicités. Il se demandait si un jour, sur le journal, il verrait une belle femme de Paris porter un manteau en peau de taupe. Une taupe peau d'elle, ce serait. Mais ça, il ne l'a jamais vu. Toujours est-il que le grand-père était devant la porte de la porcherie avec son fusil. Il y a des chasseurs parmi vous? Ouais, à 12 c'était. Un juxtaposé. Il mettait toujours 2 cartouches, mais il n'y en avait qu'une qui servait. Puis quand le cochon sortirait, paf, il appuierait sur la détente, le coup partirait, et le cochon serait tué. Et devant la porte de la porcherie, on mettait de la paille. Parce qu'une fois que le cochon serait tué, auparavant, grand-père il racontait qu'on récupérait les soies pour faire des brosses. Mais dorénavant, on faisait craquer une allumette, la paille s'enflammait et les soies étaient brûlées. La paille? Oui, de la paille. Elle est de la ville, 32 minutes. La paille, c'est un petit tube creux
doté d'une racine d'un côté et d'un épi de l'autre. La paille, la paille. Bougez un peu, monsieur, parce qu'hier le coup est parti et il y en a un qui a... J'ai un petit creux dans mon petit tube et quand je titube, je tombe dans un creux. Paille, 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 j'ai un petit creux, paille, 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 dans mon petit tube, paille, 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 et quand je titube, paille, 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 je tombe dans un creux. On dit cochon qui voulait pas sortir de là, le bétail. Ah! Allons voir un peu si dans tes racines, il y aurait pas un grain. Paille, 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 allons voir un peu, paille, 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 si dans tes racines, paille, 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 si dans tes racines, paille, 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 il y aurait pas un grain. Toi, si t'arrêtes pas avec ton bignou, sûrement qu'il sortira, hein. Pas du tout, hein. Oh. Un grain de folie, planté qui grandit, sème la pagaille dans les champs de paille. Paille, 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 un grain de folie, paille, 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 planté qui grandit, paille, 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 sème la pagaille, paille, 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 dans les champs de paille. Le grand-père, il avait une envie de pisser qu'il prenait, il se demandait combien de temps ça durait, ça fait mal. Ah! Ah, ça durait, le grand-père il n'en pouvait plus. Puis le tonton il disait, mais moi j'en fais tuer des milliers de cochons, eux même pas capables de sortir un cochon de la porcherie. Tonton, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu du perron. Il a marché vers grand-père, il a pris le fusil de grand-père. À la maison, jamais personne n'avait osé toucher le fusil de grand-père. Sacrilège. Sans son fusil, grand-père complètement démuni. Et puis le tonton, avec le fusil, il est rentré dans la porcherie. Enfin, on a entendu du raffut là-dedans, pendant un moment. Et puis à un moment, la porte du bas était ouverte, la porte du haut était fermée, puis on a vu pointer le groin du cochon et la tête du cochon qui sortait. Ça y est, ça allait se faire bientôt. Le problème, c'est que ce qui a suivi, c'était plus compliqué. On a vu le corps du cochon et le tonton à califourchon sur le corps du cochon. Et juste au moment où il allait passer la porte, tonton, il a dû prendre peur, il a levé le bras, il a levé le fusil. Le fusil s'est heurté à la porte, était fermé, le canon s'est retourné sur le front du tonton, le coup est parti et paf! Le grand-père, il a vu le tonton balayer et le cochon, il s'est barré, lui. Ah ben merde, il a dit grand-père, mais merde! Non seulement il prend le fusil, mais le cochon s'est barré. Il a traversé la cour, traversé la route, traversé le champ. Il s'est arrêté juste au pied de la lisière de la forêt. Arrêté net. Le grand-père s'est dit, s'il est mort, là d'un coup de sang, on pourra même pas le charcuter. Ah! Antonin, il aimait tout savoir, tout comprendre. Il avait regardé par le trou de la serrure, là, pour voir mon accouchement, et puis il avait observé les grenouilles, même quand elles étaient mortes, encore leurs pattes, comment elles réagissaient. Alors le père, il avait acheté à Antonin une paire de ciseaux, aiguilles, fils, microscope. Antonin, ça l'intéressait tout ça. Il a couru vers le tonton, il a regardé le front du tonton, et sur le front du tonton, il y avait, à cette distance-là, une cartouche, ça vous fait une balle. Il y a du sang qui coulait, et Antonin a compris vite que les neurones s'étaient un peu télescopés. Alors Antonin, il a couru, il a traversé la ferme, traversé la route, traversé le pré, traversé le champ, à la lisière de la forêt, il a couru vers le cochon. Puis à ce moment-là, grand-mère, elle avait entendu le coup de fusil. Elle a agité son tablier, puis elle a fait signe à tout le monde de rentrer, puis elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le grand-père, il a tout expliqué, quoi. L'autre de Paris, il sait tout sur tout, il a toujours tout fait, il vend des milliers de cochons, il a voulu faire ça tout seul. Il est mort. Quand la tata, elle a vu son mari, là, balayer au milieu de la cour, elle est descendue du perron à la 4e vitesse. Le problème, c'est que les semelles étaient lisses. Au milieu de la cour, il y avait un paquet de boue. Et elle est arrivée près de son mari, et flaf, les 4 fers en l'air, elle est tombée dans la bourde, elle a dit un cochon dans la soupe. Alors grand-mère, elle est allée chercher la tata, puis elle l'a ramenée dans la maison. Et puis grand-mère a amené la tata dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, on a vu
On a vu la tata habillée avec une robe de grand-mère. Ça faisait drôle. La grand-mère a dit, on ne peut pas garder ça pour nous, il faut qu'on appelle le médecin pour constater. Le médecin est arrivé, il a constaté le décès, et puis la grand-mère a dit, avec l'avis du médecin, on ferait mieux d'appeler les gendarmes quand même pour constater que ce soit bien un accident, quoi. Ben, le gendarme est arrivé. Le gendarme, il venait d'être muté du sud. Il avait toujours travaillé à la ville, il arrivait à la campagne, et puis là, il avait fait connaissance avec grand-père, grand-mère, mais il venait acheter de temps en temps un lapin ou un poulet. Et puis le gendarme, comme tous les petits garçons, généralement, mais sauf que lui était devenu grand, costaud et majeur, il rêvait de conduire un tracteur. Alors un jour, ben, grand-père lui a dit, ben, gendarme, si tu veux, le totor, on l'appelait le totor, si tu veux, tu peux conduire un tracteur autour de la cour. Là. Oh, ben, le gendarme, tellement fier, il est monté sur le tracteur, il a fait le tour de la cour de la ferme. Il a arrêté le tracteur, puis grand-père a dit, oh, dis donc, on dirait un vrai poulet fermier. Ah ben, le gendarme, ça l'a fait rigoler, alors ils ont sympathisé. Il faut dire que la gnôle, ça aidait. Hein. Le gendarme, ça démarrait toujours au 7e coup. Hein. Les 6, c'était vraiment pour s'échauffer. Au 7e, ça démarrait vraiment. Donc, quand le totor est arrivé, ben, grand-mère, elle a sorti la gnôle, un coup, deux coups, on a parlé des nouvelles, et puis du temps qu'il faisait, etc. Puis à un moment donné, quand même, le gendarme a dit, bah oui, mais le grand-père a tout expliqué, quoi. Un accident. Oui, mais le gendarme a dit, on ne peut pas garder ça pour nous, il faut qu'on appelle le brigadier. Oh, ben là, grand-père, il s'est inquiété. Il ne savait pas s'il était à jour avec son permis. On a amené le téléphone avec un long fil. Brigadier! Brigadier, c'est le totor. Oui, je suis, vous savez, au Ronchois, là. Oui, je suis à la ferme, là. Ouais. Ouais, ben, brigadier, il y a un mort. Un meurtre? Non, pas un meurtre. Non. Un assassinat? Non, brigadier, pas un assassinat, non. Un homicide? Homicide? Non, pas un homicide normand, non, pas du tout, brigadier. Non. Non, c'est un accident. Qu'est-ce que je fais, brigadier? Qu'est-ce que je fais? Ben oui, il a pris un coup de 12. Ben pas du 12 degrés, non, brigadier. Une cartouche du 12, quoi. Arrêtez, brigadier. Qu'est-ce que je fais? Là, il y a eu un long moment de silence, puis le totor, il a raccroché le téléphone. On s'est vraiment demandé ce qui allait se passer. Puis le totor, il a dit, ben, le brigadier a dit qu'effectivement, c'était un accident, vous passerez à la gendarmerie, faire une déposition, et puis ben, occupez-vous du corps, maintenant que c'est constaté. Grand-mère, elle a réfléchi, grand-mère, puis elle a dit, ben, oui, mais le corps du tonton, où est-ce qu'on va l'installer, là, avant qu'il soit enterré, la grande ville de Paris? C'est le jour où on tuait le cochon, et puis ben, dans la cuisine, tous les ustensiles étaient là, sur la table, et puis dans la salle à manger, ben, on avait préparé les assiettes, les couverts, et puis quelques voisins qui viendraient. Ben, les chambres, elles étaient occupées, les chambres. À la cave, ben, il y avait des barriques de ci, tout ça, et puis au grenier, les toiles d'araignée, voilà. Bon, grand-mère a dit, on va aller chercher le corps du tonton, je vais réfléchir, je vais bien trouver une idée. C'est vrai que des fois, quand on réfléchit, on finit par trouver une idée. Alors, ils sont allés chercher le corps du tonton, grand-père, grand-mère, le père, la mère. Ils sont parvenus à remonter sur le perron en le laissant bien droit, bien à l'horizontale. Ça nous a étonnés avec Antonin. Hein. Puis grand-mère est rentrée dans la maison, elle a dit, ben on vient d'acheter un congélateur. Ben, on va le mettre au frais, et puis après, ben, il partira pour la grande ville. Avec Antonin, ça nous a peu étonné, ça. Mais en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire, ben voilà qu'il se rapprochait de la buanderie, du congélateur. Grand-mère, elle a ouvert le couvercle du congélateur. Et puis il y avait des paquets de haricots là, en vrac dans le congélo. Du coup, elle a rassemblé les paquets pour faire comme un petit coussin, vous savez, là. Et puis, ben, ils ont disposé le corps du tonton dans le congélo. Nous, à un moment, avec Antonin, on s'est inquiété parce qu'on a dit, si le corps est trop long, comment ils vont faire? Mais heureusement, le congélateur était long, puis le tonton était petit. Ils ont mis le corps du tonton, et puis ils ont refermé le congélo. Ma mère a dit, ah, le tonton, il était comme il était, mais il avait quand même quelques qualités. C'est marrant, quand les gens meurent, on leur trouve toujours quelques excuses atténuantes. Enfin, qu'il fallait bien chercher quand même, hein.
Bon, elle a dit, de toute façon, on va prier. Bon, elle a installé un apron sur le congélateur, rouge. Elle a amené un bougeoir, une bougie. Elle a fait craquer l'allumette, la bougie s'est allumée. Et elle a amené les chaises, on s'est mis en arc de cercle. Grand-père, grand-mère, le père, la mère, la tata, Antonin et moi. Et là, en arc de cercle, on s'est assis. Grand-mère a sorti son chapelet. Et on s'est recueillis devant le congélo. Le congélo marchait, hein. Il y avait la lumière rouge et verte, là ça marchait. Pas de problème de ce côté-là. Nous, les paroles des prières, on les connaissait pas bien. La musique un peu, mais... D'ailleurs, on a choisi... on aurait pu choisir, je sais pas, Chopin ou Brahms, hein. Mais on s'est dit, pour le congélo, on va choisir du Bach. Antonin, il me donnait des coups de coude, Antonin. Il disait, t'as vu le tonton? 2 trous de balle, il a. Un par le haut, un par le bas. Hé, tonton, s'il y a moins 15, t'es pas sorti, nous, on... Grand-mère, elle disait, c'est pas beau de rire dans ces moments-là, hein. Mais tonton, ça jette un froid, hein. Et Antonin, il s'inquiétait, Antonin. Je sais pas toi, quand tu as mangé tes premières glaces, mais nous, c'était les premières glaces qu'on devait manger. Elle les avait achetées pour la première fois, une glace qu'on allait déguster, une glace à la maison, dis donc. Ben, c'était la fête, hein. Ouais, mais Antonin, il s'inquiétait parce qu'il voyait bien qu'il y avait la bougie sur le congélo. Les glaces allaient fondre, prémisse du réchauffement climatique, il disait. Heureusement, à un moment donné, il s'est approché de la souffler de la bougie, puis grand-mère a dit, bon, ben c'est bien pour aujourd'hui. Ben, le lendemain, le corps du tonton, il est parti pour la grande ville de Paris. Grand-père et grand-mère, ils sont pas allés à Paris, non. Le père et la mère, oui, puis la tata. Grand-mère a dit, tu prendras une photo. Quelques jours plus tard, on a reçu la photo de la tata, la tombe du tonton, photographiée, quoi. Ah, il y avait des plaques, des fleurs. Alors des fleurs, ça débordait de partout, les fleurs. Mais ce qu'il y avait surtout, c'est 2 gerbes énormes. 2,50 m de haut, peut-être. 2 gerbes en forme de saucisson, dis donc. Ouais, ben, la grand-mère a dit, c'est des choses qu'on ferait pas chez nous, ça. On n'est pas comme ça. Le problème au village, c'est que quelques jours plus tard, les paysans d'à côté sont venus prévenir le père, la mère, grand-père et grand-mère. On avait un qui a dit, j'avais un champ de pommes de terre, il a été à moitié retourné, là, dis donc. Il y a un autre qui a dit, ben, j'avais remis quelques arbres là, dans mon bosquet et les arbres ont été déracinés. Un troisième qui a raconté qu'il était allé dans la forêt et qu'il avait vu comme des tranchées énormes. Un soir, un vieux a raconté qu'il aurait comme entendu quelque chose traverser le village, que ça grondait. Il disait que presque ses volets avaient claqué. On disait qu'une bête était arrivée. Énorme qu'elle était. On aurait dit que son dos était couvert de 1000 épées. Elle avait les canines aiguisées sur ses grès.
châtaigne elle était. Et quand elle passait dans le village, certains ont cru entendre qu'elle réclamait des cœurs à manger. Oui, que la bête réclamait des cœurs à manger. Alors, quand Antonin a entendu ça, Antonin a demandé à grand-père qu'il prête sa propre carabine. Grand-père a accepté. Antonin, avec la carabine, a tué des oiseaux. Il a pris le cœur des oiseaux, il les a mis dans un sac. Et quand la nuit est tombée, il est allé dans la forêt, dans la clairière. Il s'est assis sur un rocher. Il a attendu. Et au bout d'un moment, la bête est arrivée. Immense qu'elle était. Antonin a sorti les cœurs des oiseaux. Il les a placés au creux de sa main et la bête a sorti sa langue de bête et elle les a avalés. Et toujours, elle réclamait d'autres cœurs à manger. Alors Antonin, avec sa carabine, a tué faisan, lièvre et lapin. Il a pris leurs cœurs, il les a mis dans un sac, il est allé dans la forêt, dans la clairière, assis sur le rocher. Et la bête, de nouveau, les a avalés. Et plus elle mangeait, plus elle grossissait. Plus elle grossissait, plus elle réclamait. Alors Antonin a demandé à grand-père qu'il prête son fusil. Avec le fusil, Antonin a tué un chevreuil. Ça suffirait, non? Il a pris le cœur du chevreuil, il l'a mis dans un sac, il est allé dans la forêt, dans la clairière, sur le rocher, et la bête l'a avalé. Antonin aurait voulu offrir son cœur, mais il semblait que la bête n'en voulait pas. Alors Antonin est revenu à la maison, il a tout expliqué à grand-mère. Tout expliqué à grand-mère. Grand-mère a bien écouté Antonin. Et le soir, grand-mère, elle est allée dans la forêt. Elle s'est assise sur le rocher, dans la clairière. Elle a attendu. Et à un moment donné, la bête est arrivée. Alors grand-mère a mis la main dans sa poche et de sa poche, elle a sorti la bête a sorti sa langue de bête, elle a avalé le bonbon que lui donnait grand-mère. La bête a approché sa tête, elle a posé sa tête sur les genoux de grand-mère. Dans son autre poche, grand-mère avait pris un grand couteau. Elle a passé le couteau sous le cou de la bête et le sang noir a coulé. La bête a fermé les yeux pour la dernière fois. Alors grand-mère a placé la bête sur le dos, les quatre pattes en l'air. Elle a pris son couteau et avec son couteau, elle a ouvert le corps de la bête. Du corps de la bête, on aurait pu croire qu'il y avait des oiseaux qui s'envolaient. En tout cas, à nouveau, la forêt chantait. Puis grand-mère, avec son couteau, a pris le cœur de la bête, elle l'a mis dans un sac et elle est rentrée à la maison. Le dimanche qui suivait, à la maison, ça sentait bon à la maison. Grand-mère avait épluché les oignons, ail, laurier, persil. Elle avait lavé, coupé les poireaux en petits morceaux. Elle avait tout ça bien rissolé. Et grand-mère nous avait dit, aujourd'hui c'est fête. On a un cœur à partager. Cœur à partager. Alors grand-mère est arrivée le midi avec la grande poêle et au milieu de la grande poêle il y avait un cœur énorme. Alors elle l'a partagé et on s'est bien régalé. On a voulu remercier grand-mère. Quand on a regardé grand-mère, on a vu que dans son assiette il y avait encore quelque chose qui brillait. Un os, c'était. On sentait que grand-mère était arrivée sur cette chose-là. Alors on s'est levé, sauf Antonin qui est resté assis, puis on est allé voir et en regardant dans l'assiette, on a vu que c'était une pile. Une pile. Alors grand-mère a regardé Antonin et elle a dit Antonin, dis-leur. Antonin, il a fait 1h20. Raconte-leur ce que tu as fait. Alors Antonin a tout raconté. Antonin
Il courut vers le corps du tonton, où il avait bien vu que les neurones s'étaient télescopés. Simplement, il avait collé son oreille contre le cœur du tonton, et grâce à la pile, le cœur battait encore. Alors il avait couru derrière le cochon. Quand le cochon s'était immobilisé, il a collé son oreille et il a compris que le cochon faisait juste un arrêt cardiaque. Alors, ne me demandez pas comment il a fait précisément. Mais toujours est-il qu'il a transplanté le cœur du tonton dans le corps du cochon. Le cochon s'est redressé sur ses quatre pattes, il est rentré dans la forêt, mais là le cochon est devenu cochon-glié. Et le cochon-glié est devenu bête, avec des cœurs pour le rassasier. Antonin, tu ne devais pas faire ça. Tu as dépassé tes droits. Je sais, Antonin, je sais, oui. Les hommes du village ont des valves qui viennent des cochons, et grâce à ces valves, leur cœur continue à battre. Mais toi, ce que tu as fait là, c'est contre nature. Tu sais qu'a dit grand-mère Antonin, tu as outrepassé tes droits. Outrepassé. Moi, des mots à 4 syllabes, on n'en connaissait pas beaucoup à la maison. Hein. On sentait que c'était un long mot, puis sur le ton que c'était dit, c'était sérieux cette affaire-là. Oui. Alors Antonin, il n'a pas moufté, il a baissé la tête et il est sorti. Il a traversé la cour, le pré, le champ, il est allé dans la forêt, et dans la forêt, il a vu la bête intacte, les 4 pattes en l'air, le ventre grand ouvert. C'était assez étonnant parce que d'habitude, il y avait des charognards, des renards, des corbeaux qui venaient dévorer dans ce cas-là. Mais là, intacte, elle était. Alors il y est allé plusieurs fois. Il l'a bien regardé. Puis un soir, clair de lune. Il a cru entendre comme un bruissement, un frémissement. La bête ne bougeait pas, non? Il a fait quelques pas en avant et il a vu derrière de hautes herbes 2 yeux bleus. Des yeux d'un bleu profond. Profond à en perdre la mémoire. 2 yeux bleus qui le fixaient. Et au bord d'un œil, il y avait comme une larme qui s'était cristallisée. Est-ce que les yeux venaient pleurer la bête morte? Les yeux étaient dans une tête de sanglier blanc, une haie toute blanche. Antonin était pétrifié, médusé. Et puis à un moment donné, la laie a fait demi-tour. Alors Antonin l'a suivi. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans la forêt la nuit. Quand les nuages se posent devant la lune et qu'il fait tout noir, il faut suivre à l'oreille un animal qui marche devant vous. Des troncs d'arbres, des ronciers, des branches qui craquaient, une chouette qui s'envolait, des heures. Heureusement, de temps en temps, le vent chassait les nuages, la lune réapparaissait. Il la voyait, la laie toute blanche marchait devant lui. Toute la nuit, elle a marché. Quand au petit matin, les premiers rayons du soleil sont apparus, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée devant un étang. Et au bord de l'étang, il y avait un saule creux. Antonin a vu la laie se redresser sur ses 2 pattes arrière. La laie a laissé glisser son long manteau de bête. Une fois la peau de bête au sol, là, Antonin avait devant lui une femme nue. C'est la première fois qu'il voyait une femme nue. Elle avait des longs cheveux qui lui tombaient au bas du dos. Elle s'est retournée, il a vite compris qu'elle devait avoir les seins doux.
Elle était belle, les yeux bleus, profonds. La femme a marché vers l'étang et elle s'est enfoncée dans les eaux, puis elle s'est mise à nager à la surface, et au mi-temps de l'étang, elle a plongé. Alors Antonin s'est demandé que faire. Oh ben oui, bah, retourner à la ferme, quoi. Aller raconter tout cela à grand-père, grand-mère, le père, la mère et son petit frère, oui. Mais, est-ce qu'on le croirait? Alors il s'est approché de l'étang. L'eau n'était pas très froide. Il s'est avancé dans l'étang. Des feuilles de nénuphar sont arrivées à sa taille. Des libellules qui venaient maintenant se poser parce que le soleil brillait. Il a nagé jusqu'au mi-temps de l'étang et au mi-temps de l'étang, il a plongé. Il a vu les feuilles de nénuphar par le dessous. Il a vu des plantes aquatiques, le myriophylle, le potamo qui donnait de l'oxygène à cet étang-là. Il a vu une carpe qui passait devant lui. Il a même vu une araignée. Une argironnette. Vous les connaissez, les argironnettes? Non. Tu ne seras pas venu pour rien. Une argironnette, c'est une toute petite araignée. Elle va tisser sa toile au fond de l'eau. Et puis elle remonte à la surface pour prendre des bulles d'air. Et puis elle ramène des bulles d'air sous sa toile. Et à force de ramener des bulles d'air, elle forme une cloche. L'araignée argironnette s'installe dans sa cloche d'air, tel un sous-marin, et elle attend que les animaux passent pour les dévorer. Antonin a nagé dans les profondeurs et à un moment donné, il a vu comme une lumière, oui, comme une lumière. Alors il a fait quelques brassées de plus et il a vu un rocher. Il a contourné ce rocher. Et derrière ce rocher, il y avait une grotte. Et dans cette grotte, il y avait une pierre, et sur la pierre, il y avait la femme sanglier assise qui l'attendait. Elle était maintenant vêtue. Elle était aussi belle vêtue que nue. Il s'est approché d'elle et elle lui a tout raconté. Elle était la mère des sangliers de la terre, la gardienne, la protectrice. Elle les guidait. Comme les forêts avaient tendance à se recroqueviller, elle orientait les sangliers, les laits, les marcassins. Elle a dit à Antonin, pourquoi tu fais cela? Tu n'avais pas le droit. Alors Antonin a baissé la tête. Mais là, la femme sanglier a souri. Elle avait des yeux somptueux. Et puis comme elle l'a vu triste, elle s'est levée. Et devant lui, elle s'est mise à danser. Elle ondulait comme les roseaux au bord de l'eau. Elle dansait. Une sorte de chorégraphie, c'était. Elle était tout en âme. Et lui, il était tout en corps. Ils se sont aimés d'un amour véritable. Ils se sont aimés d'un amour profond. De ces amours où, vous savez, ces amants, après 30 ans de vie commune, se disent « mais c'est comme si on s'est rencontrés hier ». De ces amours où on ne voit pas le temps passer. Pourtant, quelque part dans le cœur d'Antonin, quelque chose se desséchait. De temps en temps, il pensait à grand-père, à grand-mère, à son père et à sa mère. Antonin aussi pensait à son petit frère. Qu'était-il devenu, le petit frère? Ah ben moi, avec grand-père, le père, la mère, et puis les gens du village, d'abord, on avait fait une grande battue. Où était-il passé, Antonin? Disparu.
Mais après, s'est battu, et n'ayant rien trouvé, on s'est résigné. Pourtant, moi, j'allais souvent dans la forêt, dans la clairière, et la bête était toujours intacte. Une nuit, il s'est mis à neiger. Neiger à gros flocons. Vous savez, de ces flocons qui vous tapissent une forêt comme un grand manteau, en une nuit. Il a tellement neigé que je me suis dit que je ne pourrais pas rentrer chez moi, non. Le chemin, je ne le retrouverai pas. Il valait mieux m'abriter, mais comment m'abriter dans cette forêt-là? Alors j'ai regardé la bête, j'ai pensé aux histoires de chasse que grand-père me racontait. Je suis entré dans le corps de la bête, je me suis blotti, j'ai échappé aux flocons de neige et au bout de quelques heures, je me suis endormi. Au petit matin, quand les rayons du soleil sont entrés dans le corps de la bête, je me suis amusé à jouer avec eux, avec mes doigts, puis avec ma main, puis avec le bras, et puis quand j'ai voulu sortir l'épaule, l'épaule ne passait pas. La nuit, il avait gelé à pierre fendre, tellement gelé que le corps de la bête s'était recroquevillé. Je me suis retrouvé prisonnier, comme dans une tirelire j'étais. Je ne peux pas savoir si un jour il y a quelqu'un qui viendra la casser. Du chuc. Bon, je me dis, c'est pas grave, je vais sortir par la gueule de la bête. Hein? C'est ce que j'ai fait, j'ai pris le chemin qui menait vers la gueule de la bête, simplement, elle avait les mâchoires bien refermées. Ouais, ben, je suis sorti de l'autre côté. Ouais, ben, puis je me suis lavé. Antonin a demandé à la femme sanglier s'il pouvait une fois revoir grand-père, grand-mère, son père, sa mère et son petit frère. La femme sanglier a dit oui. Alors Antonin a souri, mais elle a ajouté à une condition. Vous savez, vous les hommes, comment sont les femmes? Ils disent souvent oui, mais souvent il y a une condition. Elle a dit, quand tu sortiras de l'étang, ne regarde pas ma peau de bête. Sinon jamais tu ne me reverras. Alors Antonin a promis, c'était pas bien compliqué. Ils se sont embrassés. Je ne peux pas vous dire où parce qu'il y a des enfants ce soir, mais il est remonté à la surface, il a nagé jusqu'au bord de l'étang et là vous savez comment sont les hommes. Il n'a pas pu s'empêcher. Il a tourné la tête vers le sol creux. À peine avait-il tourné la tête vers le sol creux que la peau de bête s'est envolée dans le ciel. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la peau de bête s'envolant dans le ciel formerait une constellation. La constellation du cochon, mais ça, Antonin ne pouvait pas le deviner. Le sol s'est refermé. Et Antonin a entendu derrière lui comme un tremblement. Il sentait la terre bouger. Il a regardé les berges de l'étang et les berges se rapprochaient. Voilà que l'eau avait disparu tout entière. Il n'y avait plus maintenant que de la terre. Et un immense chêne blanc surgit de là. Un chêne blanc couvert de blanc. Antonin s'en est approché. Les branches du chêne se sont repliées comme pour l'envelopper. Antonin a collé son oreille sur l'écorce de l'arbre, il a entendu battre le cœur de la femme sanglier. Les battements de cœur se sont faits de plus en plus lointains, les branches ont repris leur place, il a ouvert les yeux, les oiseaux se sont mis à chanter. Alors Antonin a pris le chemin, guidé par le soleil pour rejoindre le Ronchois, la ferme, grand-père, grand-mère, son père, sa mère et son frère.
Il a marché dans la forêt. Vous aimez marcher dans les forêts, vous? Là, il sentait bon, ouais. Il sentait bon les champignons, la mousse, la terre, l'humidité de la terre qui vous remonte jusqu'aux narines. Le cri du jet, celui qu'on voit jamais. Un écureuil qui sautait de branche en branche. Des branches qui craquaient au-dessus de lui. Le vent qui soufflait, qui chassait les nuages. Comme des petits moutons blancs au-dessus de lui, ça faisait. La forêt, sa forêt, il la retrouvait. Et marche aujourd'hui, marche demain, en faisant de la marche, on finit par trouver son destin. Il est arrivé à la lisière de la forêt, et là, il a vu un grand champ de terre. D'habitude, il n'y avait que des prés et des haies. Un immense champ de terre, c'était. Tout avait bien changé. Et puis derrière le premier champ, un deuxième champ encore plus grand. Il l'a traversé. Et derrière le deuxième champ encore plus grand, il a vu l'église et le clocher. Avec son coq, sans pattes. Et comme des clochers n'ont pas besoin de pattes parce que derrière un curé, il n'y a rien à gratter. Il a fait le tour de l'église, mais les vieux bancs en bois avaient disparu. C'était maintenant des bancs de pierre. Alors il a pris la route qui menait jusqu'à la ferme, et quand il est arrivé devant la ferme avait disparu. Il n'y avait plus qu'un écomusée. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un écomusée, mais toujours est-il qu'il est entré, il y avait un guichet, sur le comptoir il y avait un petit panier avec des bonbons. Un gardien qui lui a fait signe d'entrée, c'était visiblement le seul visiteur de la journée. Il y avait des grandes roues de tombereau, une baratte à beurre qui était là, une grande faux, des outils accrochés au mur, un sac avec à l'intérieur des pièges à taupe. Il y a un mannequin. Sur le mannequin, un habillé. Antonin est allé au cœur de l'écomusée. Au cœur de l'écomusée, il y avait une pièce. Et dans la pièce, il n'y avait qu'une vitrine. Et dans la vitrine, il y avait un rouleau de papier. Il a appelé le gardien. Il lui a demandé ce qui figurait sur ce rouleau de papier. Le gardien a dit qu'il n'en savait rien. Simplement, comme il était le seul visiteur, il a accepté de déposer la vitrine. Et le gardien a... En déroulant le papier, Antonin a vu une biche, un cerf, un chevreuil, un sanglier, une laie, des marcassins, un chasseur et des chiens. Le papier peint de sa chambre, où lui et son frère étaient nés. Et puis un peu plus loin, voilà qu'il y avait un chêne tout blanc, couvert de glands. Et juste à côté du chêne, il y avait la femme sanglier qui le regardait. Antonin a fixé le papier et à force de le fixer, le papier l'a absorbé. Quelques heures plus tard, le gardien est revenu pour fermer le musée. Il a enroulé le papier, il a remis la vitrine, il a éteint les lumières, il a mis la sécurité, il a tourné la clé. Et chez lui, il est rentré. Le gardien, quand il marchait, il regardait toujours devant lui, comme ça. Dommage. Dommage parce que s'il avait regardé ses pieds, il aurait vu là, sur la pelouse, devant l'écomusée, des taupinières. Je ne sais pas si vous savez, mais la nuit, les petites taupes, elles sortent parfois des taupinières, en tout cas le bout de leur nez. Et sur le bout de leur nez, il y a des petites étoiles. Parce qu'au début du monde, des grandes étoiles du ciel, on dit que c'était pas bien que les taupes ne puissent pas voir là-dessous. Alors elles leur ont confié, elles leur ont donné des petites étoiles. Alors certaines nuits, les petites étoiles, elles parlent avec les grandes étoiles dans le ciel. Et ça, le gardien les a pas vues, non.
ciel était dégagé. Il y en avait des constellations. Mais surtout, il y en avait une nouvelle qui était arrivée. La constellation du 4 pattes. Une queue en forme de 2 oreilles retombant sur des yeux majestueux, des cils qui montaient vers le ciel. Et au bout de la tête, comme 2 petits poings qui dansaient, comme 2 petits groins de beauté. Mais ça, le gardien ne les a pas vus. Quand il est arrivé devant la porte de sa maison, il est entré, il a accroché son manteau et ce qu'il aimait à la fin de la journée, avant de souper, c'était écouter la radio. Il a sorti un paquet de tranches de jambon, c'était. Pas facile à ouvrir ces affaires-là. Le papier s'est mis à... Il a sorti le jambon, il les a mis dans un plat. Il a regardé derrière le paquet. Il y avait beaucoup de numéros. E444, E402, des mots dont il n'avait jamais entendu parler. Et pour la première fois de sa vie, il s'est posé cette question, mais d'où venait cette tranche de jambon? Est-ce qu'elle venait de la ferme des 25 000 cochons ou d'un petit paysan d'à côté? Et puis sa femme est arrivée. Elle est arrivée avec un plat de purée, gratiné. Elle l'a regardé, elle lui a dit, tu sais, ce soir, c'est fête, c'est jambon et purée à volonté. Plus fort encore. Ce soir, la lune, au soleil, aux étoiles, il y avait Monsieur Lidéric.
Merci à la commune de nous avoir invités. Vraiment, merci. Merci à Compteur en campagne qui nous permettent de nous exprimer. Merci vraiment. Et merci tout particulièrement à vous. Parce que s'il n'y a pas d'oreille pour écouter, il n'y a plus d'histoire à raconter. Surtout, il y a quelque chose qu'on aimerait vous dire vraiment, sérieusement. Bon appétit. La 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 la.